Question. Vous avez dit un jour que nous devions rester tranquillement assis à observer l'activité de notre propre esprit. Mais nos pensées s'évanouissent dès que nous nous mettons à les observer consciemment. Comment pouvons-nous percevoir notre propre esprit alors que l'esprit est à la fois l'observateur et l'objet qu'il perçoit? C'est une question très complexe, qui sous-entend un grand nombre de choses. Cet observateur, existe-t-il vraiment, ou n'y a-t-il que la seule perception? Suivez bien tout ceci. Y a-t-il un penseur ou seulement la pensée? Assurément, le penseur ne préexiste pas à la pensée. Il y a d'abord la pensée, et c'est elle qui crée le penseur. Ce qui signifie qu'un clivage s'est produit au sein de la pensée. C'est quand ce clivage a lieu qu'apparaissent l'observateur et l'observé, l'agent et l'objet de la perception. Comme le dit cet interlocuteur, si vous observez votre esprit, si vous observez une pensée, elle disparaît, elle se dissipe. Mais il n'y a en réalité que la perception, et pas d'observateur. Quand vous regardez une fleur, que vous ne faites que la regarder, y a-t-il à cet instant-là une entité qui voit? Ou n'y a-t-il que l'acte de voir? Le fait de voir la fleur vous fait dire « Comme elle est belle, je la veux ». Le « je » éclot donc par l'intermédiaire du désir, de l'avidité, de l'ambition qui naissent dans le sillage de la perception. Ce sont tous ces facteurs qui créent le « je », et sans eux, le « je » est inexistant. Si vous approfondissez l'ensemble de cette question, vous découvrirez que lorsque l'esprit est très calme, complètement silencieux, quand il n'y a pas le moindre mouvement de la pensée, et donc pas d'auteur d'expérience, pas d'observateur, alors cette immobilité a sa propre faculté de compréhension créatrice. Dans cette immobilité silencieuse, l'esprit se transforme en quelque chose d'autre. Mais l'esprit ne peut trouver cette tranquillité grâce à aucun moyen, aucune discipline, aucune pratique. Ce calme silencieux n'advient pas en s'asseyant en tailleur dans un coin pour essayer de se concentrer. Il advient lorsqu'on comprend le mode de fonctionnement de l'esprit. C'est l'esprit qui a créé la figure de pierre que les gens vénèrent. C'est l'esprit qui a créé le gita, les religions organisées, les innombrables croyances. Et pour découvrir le réel, il faut aller au-delà des élaborations de l'esprit. Question. L'homme n'est-il qu'esprit et cerveau ou est-il plus que cela? Comment allez-vous faire pour le savoir? Si vous vous contentez de croire, de spéculer ou d'accepter ce qu'ont dit Shankara, le Bouddha ou un autre, dans ce cas, vous n'enquêtez pas, vous n'essayez pas de trouver la vérité. Vous ne disposez que d'un seul instrument, qui est l'esprit. Et l'esprit, c'est aussi le cerveau. Par conséquent, pour savoir où est la vérité dans cette affaire, vous devez comprendre les modalités de fonctionnement de l'esprit, n'est-ce pas? Si l'esprit est faussé, jamais vous n'y verrez clair. Si l'esprit est très limité, vous ne pourrez pas percevoir ce qui est sans limite. L'esprit est l'instrument de perception, et pour percevoir vraiment, il faut le remettre droit, le laver de tout conditionnement. Il doit aussi être libéré du savoir, car le savoir distrait l'esprit et distord les choses. Cette immense aptitude de l'esprit à inventer, à imaginer, à spéculer, à penser, cette aptitude ne doit-elle pas être laissée de côté, afin que l'esprit soit très clair et très simple? Car seul l'esprit innocent, l'esprit qui est passé par beaucoup d'expériences et qui est pourtant libéré du savoir et de l'expérience, seul cet esprit-là est capable de découvrir ce plus au-delà du cerveau et de l'esprit. Sinon, ce que vous découvrirez gardera la trace de votre vécu antérieur. Et votre expérience ne sera que le résultat de votre conditionnement.
Question. Quelle différence y a-t-il entre le besoin et l'avidité? Ne le savez-vous pas? Quand vos besoins sont satisfaits, ne le savez-vous pas? Et quand vous êtes avide, n'y a-t-il pas en vous quelque chose qui le sait? Commençons au niveau le plus bas, et vous verrez qu'il en est ainsi. Quand vous avez suffisamment de vêtements, de bijoux ou autres, vous n'avez nul besoin de philosopher à ce propos. Mais dès que le besoin se mue en avidité, vous commencez à philosopher, à vous justifier, à trouver des excuses à votre avidité. Un bon hôpital, par exemple, a besoin d'un certain nombre de lits, d'un certain niveau d'hygiène, de certains antiseptiques, de ceci et de cela. Un représentant de commerce a sans doute besoin d'une voiture, d'un par-dessus, etc. Cela, c'est le besoin. Vous avez besoin de certaines connaissances et d'un certain savoir-faire pour effectuer votre travail. Si vous êtes ingénieur, vous devez savoir certaines choses, mais ce savoir peut devenir un instrument d'avidité. Par le biais de l'avidité, l'esprit utilise ce qui fait l'objet d'un besoin comme un moyen d'autopromotion. C'est un processus très simple à observer. Si, étant conscient de vos besoins réels, vous repérez aussi comment l'avidité entre en scène, vous verrez que l'esprit utilise l'objet du besoin comme un moyen de se rendre important. Il n'est donc pas très difficile de faire la distinction entre besoin et avidité. Question. Si l'esprit et le cerveau ne font qu'un, pourquoi, lorsque naît une pensée ou une pulsion jugée laide par notre cerveau, l'esprit persiste-t-il très souvent dans la même voie? Que se passe-t-il dans les faits? Si une épingle pique votre bras, les nerfs transmettent la sensation à votre cerveau, celui-ci la traduit sous forme de douleur, puis l'esprit se révolte contre la douleur et vous ôtez l'épingle, ou vous agissez en conséquence. Mais dans certains cas, l'esprit persiste dans la même voie, tout en sachant qu'il s'agit de choses laides ou stupides. Il sait à quel point il est stupide de fumer, et pourtant, on continue à fumer. Pourquoi? Parce qu'il aime les sensations que procure le tabac, c'est tout. Si l'esprit était aussi intensément conscient de la stupidité du tabagisme qu'il l'est d'une piqûre d'épingle, on cesserait de fumer immédiatement. Mais il refuse de voir les choses en toute lucidité, parce que fumer est devenu une habitude plaisante. Il en va de même pour l'avidité ou la violence. Si l'avidité était aussi douloureuse pour vous que la piqûre d'épingle dans votre bras, vous cesseriez instantanément d'être avide, sans philosopher outre mesure. Et si vous étiez conscient de la signification de la violence, vous n'écririez pas des volumes entiers sur la non-violence, qui ne sont que des fadaises, car vous ne ressentez pas les choses, vous vous contentez d'en parler. Si vous mangez quelque chose qui vous donne de violents maux de ventre, vous ne continuez pas à en manger, n'est-ce pas? Vous arrêtez immédiatement. De la même façon, si, ne serait-ce qu'une fois, vous vous rendiez compte que l'envie et l'ambition sont novices, perverses, aussi mortelles que la morsure d'un cobra, vous y seriez attentif. Mais voyez-vous, l'esprit ne tient pas à y regarder de trop près, car ce sont des domaines dans lesquels il est directement intéressé, et il refuse d'admettre que l'ambition, l'envie, l'avidité, la convoitise sont des poisons. Il dit donc, discutons de la non-avidité, de la non-violence, ayons des idéaux. Et entre-temps, il persiste avec ses poisons. Découvrez donc par vous-même à quel point ces choses-là sont corruptrices, destructrices, nocives, et vous les abandonnerez très vite. Mais si vous vous contentez de dire « je ne dois pas » et que vous continuez comme par le passé, vous jouez à un jeu hypocrite. De deux choses l'une, optez pour le chaud ou pour le froid.